Niodior, la préférence nationale, un dialogue, c'est la règle de 3 de Fatou Diome. Né en 1968 sur la petite île de Niodior, au sud-ouest du Sénégal, Fatou Diome est confié à ses grands-parents maternels. Ils m'ont élevé avec un amour inconditionnel dans le respect et la confiance en mes capacités. Elle quitte son village à 13 ans pour étudier en ville. Elle se retrouve seule, commence à écrire et lorsqu'elle n'écrit pas, elle lit. Dans ma petite chambre de lycéenne, perdue dans une banlieue sableuse de Mbour, loin de Niodior, mon île natale, je n'étais plus seule puisque j'avais réuni les miens, confie-t-elle aujourd'hui. Alors qu'elle poursuit des études supérieures à Dakar, elle tombe amoureuse d'un Français et le suit à Strasbourg. Le mariage dure 2 ans. Pour subsister et poursuivre ses études de lettres en Alsace, Fatou Diome fait des ménages pendant 6 ans. Titulaire d'un doctorat, elle entame une thèse consacrée à l'œuvre littéraire et cinématographique de Samben Ousmane. Le cinéma est une action politique. Essayer de participer à la prise de conscience de l'Africain qui n'est plus seul et de cesser de se replier dans son univers qu'ils peuvent appeler la négritude. En 2001, elle publie La Préférence nationale, un premier recueil de nouvelles autobiographiques à 90% qui narre ses 6 ans de galère et le racisme dont elle a été victime. De l'employeuse qui lui parle en petit nègre à une caissière qui l'insulte. J'ai entendu la caissière hurler « Rentre dans ta forêt ». C'est curieux ce que les gens racistes manquent de vocabulaire. La Préférence nationale remporte un grand succès, tout comme son premier roman, Le ventre de l'Atlantique. En 2004, France 3 Alsace lui confie même une émission culturelle. Qui suis-je? D'où je viens? Que m'est-il permis d'espérer? Des questions qui nous hantent et qui agitent les nuits de nos invités. Depuis, ses livres évoquent souvent le dialogue entre cultures africaines et européennes. Dans Celles qui attendent, par exemple, en 2010, Fatou Diome aborde l'illusion de l'Eldorado occidental pour les Sénégalais. Il y a une responsabilité de l'Europe, mais il y a aussi notre propre responsabilité. Parce que revendiquer l'indépendance, c'est revendiquer aussi une responsabilité. Dans Le vieil homme sur la barque, l'une des nouvelles de son dernier livre, Fatou Diome rend hommage à son grand-père pêcheur à Niodior. Rien de ce qui a été n'est perdu tant qu'il y aura des livres pour consigner la vie. Mais oui, Fatou Diome, 10 nouvelles donc dans ce recueil, De quoi aimer vivre. Et effectivement, il y a cette nouvelle intitulée Le vieil homme sur la barque, où vous célébrez votre grand-père, qui a fait de vous une fille à l'égal des garçons. Oui, c'était très important, ça. Oui, c'est un homme qui m'amenait à la pêche. Et quand les gens lui disaient, mais ce n'est pas une activité pour une fille, il disait, mais pourquoi une fille n'irait-elle pas à la pêche alors qu'une fille mange du poisson? Donc pour moi, c'est la phrase la plus féministe que j'ai jamais entendue, alors que lui, féminisme ne faisait pas partie de son vocabulaire, alors que l'éducation qu'il me donnait concourait à cela, cette liberté, cette indépendance. C'est une drôle d'éducation que vous avez reçue, parce que par ailleurs, votre mère, qui ne vous a pas élevé... c'est plutôt ma grande sœur. C'est ça, c'est comme une grande sœur. Votre mère a souffert de la polygamie? Elle a subi la polygamie? Oui, mais très, comment on peut dire, résignée ou digne, je ne sais pas quel mot serait le bon. C'est quand on lui posait la question, il disait, c'est comme ça. Mais vous savez, il y a la tonalité. Et j'ai toujours su que ce ne serait pas comme ça pour moi. Donc, dans Le ventre de l'Atlantique, j'écris pour dire et faire tout ce que ma mère n'a pas osé dire et faire. Revenons juste à votre grand-père à propos de ce vieil homme sur la barque qui fait penser évidemment au vieil homme et la mer de Hemingway. Et vous dites, grâce à Hemingway dont j'ai lu ce roman, qui est son dernier roman d'ailleurs, publié en 51 je crois, j'ai compris mieux que jamais la dignité, la beauté, la condition humaine, la condition de mon grand-père. Et vous ajoutez, le taux de mélanine de Hemingway, je m'en fiche, l'universalité de cette condition, elle était là, la condition de mon grand-père, cet homme africain, résumé magnifiquement par cet homme blanc qui était Hemingway. Oui, et je dis, quand on parle de l'identité d'un écrivain, je dis foutaise, parce que la condition humaine, les rêves, les révoltes que les grands écrivains savent nous faire partager, rendent toutes les frontières poreuses. Et Hemingway m'a raconté le destin, la condition humaine de mon grand-père, mieux que ceux qui mangeaient son poisson. Donc il est devenu l'un des miens. C'est un de mes grands-pères intellectuellement, culturellement. Quand je pense à mon grand-père, je pense à Hemingway et je me promène avec son roman parce que c'est une partie de la vie de mon grand-père. Vous êtes traduite dans de nombreux pays, Fatou Diome, depuis des années. Est-ce qu'il faudrait que vos traducteurs soient africains ou noirs? Je vous pose cette question parce qu'il y a une polémique en ce moment, vous le savez, aux Pays-Bas. La jeune poétesse Amanda Gorman, qui est afro-américaine et qui a été révélée lors de l'investiture de Joe Biden, doit être traduite aux Pays-Bas. Une traductrice excellente, spécialiste de la poésie, avait été pressentie par l'éditeur. Il y a eu un papier ulcéré d'une jeune femme qui a dit non, ce doit être une noire pour être en empathie avec son expérience. Et la maison d'édition a renoncé. Qu'est-ce que vous en pensez? Quel est votre sentiment? Je trouve que c'est l'âge de renoncer, parce que fallait-il que Yourcenar soit noir pour que je la lise?
Donc moi, je suis partie dans les maisons de retraite en Picardie. J'en ai fait un roman. Fallait-il que je sois blonde, aux yeux bleus, pour pouvoir comprendre la solitude des personnes âgées, la vie des aînés dans nos maisons de retraite, en France ou en Allemagne d'ailleurs. Et Goethe n'a pas écrit que pour les Allemands, Victor Hugo n'a pas écrit que pour les Français. Et les lettres pour l'éducation esthétique de l'homme de Schiller s'adressent à tous les humains qui sont sensibles à l'art et à la culture. Pour moi, la traduction, c'est une affaire de compétence, point. Et j'écris tout ce qui me plaît. Le texte, pas la personne. Oui. On sépare les deux. Benjamin. Fatou Diome, vous avez été victime, vous le racontez, de racisme, notamment par votre belle famille. Ou moche famille. Oui. Excellente. Et aujourd'hui, alors il y a beaucoup plus de mariages mixtes qu'en 1950. Est-ce que vous avez l'impression que c'est juste un chiffre ou derrière il y a une réalité et que ce métissage existe et que maintenant il est enfin accepté? Ah, mais vous savez, ce métissage, avant d'être, la couleur, c'est d'abord un métissage intellectuel. Moi, ma belle famille, entre guillemets, a brisé mon ménage pour le racisme. Ils pensent que venir en France, c'est chercher les tartes aux pommes et puis vider les poches à quelqu'un. Mais non, on était juste venus pour le regard de leur fils. D'ailleurs, il n'avait pas 4 sous. Hein. Donc, s'il fallait s'intéresser à quelqu'un de plus riche, j'en ai laissé des plus riches au Sénégal. C'est juste que le gars avait la dégaine qui me convenait, d'accord? Bon, ça s'appelle l'amour. Exactement. Et c'est générationnel? Est-ce que c'est en train de changer pour moi, vous c'est générationnel, mais c'est aussi l'éducation. Moi, mes grands-parents n'étaient pas des gens sectaires. Ils accueillaient tous les étrangers paumés chez nous. D'ailleurs, on a eu un curé français qui était chez nous, qui m'a fait découvrir Johann Sébastien Bach, parce qu'il écoutait ça tous les jours à sa radiocassette. Et donc, c'est l'éducation qui fabrique l'ouverture d'esprit. Pour moi, hein, pour moi. Et donc, ce métissage, pour moi, il est irréversible. Et c'est tant mieux. Parce que quand même, vous savez, les labradors ne se marient pas avec les Yorkshire. C'est une question de race. Par contre, tous les humains, vous mettez n'importe quel humain ensemble, ils sont capables d'amour et de faire de beaux bébés. Alors, vive le métissage. Nadia, on évoque avec vous, avec Fatou Diome, la jeunesse sénégalaise. Oui, c'était le 3 mars dernier, l'arrestation d'Ousmane Sonko, qui est l'un des principaux opposants au président Macky Sall. Ça a fait descendre dans la rue des milliers de personnes. Ça a duré plusieurs jours. Ça a pris une ampleur assez inédite depuis plusieurs années. Ces manifestations, on l'a vu, elles ont dégénéré malheureusement assez rapidement en émeute, avec des magasins pillés, des affrontements avec la police et puis des morts. Il faut relever donc une surreprésentation de la jeunesse sénégalaise dans ces manifestations et rappeler qu'au Sénégal, la moitié de la population a moins de 20 ans et qu'elle se dit aujourd'hui affamée et humiliée. Ces violences, elles ont diminué depuis quelques jours, mais comment est-ce que cette jeunesse peut se faire entendre, peut réclamer justice autrement qu'en pillant, autrement qu'en exprimant cette violence? Alors, vous savez, j'ai eu l'occasion à France 24 de leur lancer un message pour leur dire que tout détruire, ce n'est pas la meilleure manière de réclamer justice. C'est-à-dire que si vous réclamez justice en détruisant les biens d'autrui, vous êtes déjà injuste. Et en détruisant leur propre pays? Leur propre bien, parce que les institutions leur appartiennent. C'est quand même leur pays. Et moi, je voulais aussi en profiter pour dire à l'Occident, attention, ne jetez pas de l'huile sur le feu non plus. Donc, il y a une jeunesse qui se révolte. Il y a une enquête qui est en route. Laissons l'enquête. C'est dans un pays démocratique. Le Sénégal, c'est un des pays les plus démocratiques, dit-on, sur les accusations qui portent sur l'opposition. Voilà. Alors, et ces accusations-là, je dirais juste comme pendant l'affaire d'un grand monsieur d'ici, que je ne nommerai pas, puisqu'on va l'oublier un peu. Mais je n'étais pas dans la chambre quand ça s'est passé. Viol, donc. Voilà, je n'étais pas dans la chambre. Mais une affaire de mœurs, ce n'est pas non plus une affaire politique. Donc, faisons attention et que la justice fasse son œuvre. Et j'appelle au calme. J'appelle au calme. Une dernière question, Fatou Diome. Parmi les 10 nouvelles de votre recueil, il y en a une qui s'appelle Le Bleu de la Roya. Oui. Et vous considérez qu'un certain Cédric Héroux, paysan, homme qui a aidé les réfugiés à passer d'Italie en France et qui les a surtout aidés à subsister, est un héros. C'est un héros. Parce que les grands héros, justement, et lui, il ne le revendique pas. Les grands héros nous laissent les admirer, les désigner, les reconnaître comme tels. C'est un héros de la fraternité. C'est un héros pour moi, de la paix mondiale, de l'accueil de l'autre, de la générosité. C'est quelqu'un qui est digne de ses ancêtres, qui accueillait déjà les Juifs qui fuyaient le fiancé de Eva Braun. Ils ont aussi accueilli les Italiens qui fuyaient le fascisme. Aujourd'hui, ils accueillent des réfugiés, des migrants, que la Convention de Genève doit protéger, mais nous avons des États européens qui donnent des leçons à l'Afrique, alors que l'Afrique accueille plus de réfugiés, sans tambour ni trompette. Mais par contre, nous, on a une goutte d'eau et on ne sait pas l'accueillir. Et M.
héros. Pour moi, il fait partie de ces héros qui sauvent l'honneur de la France. Vive mon frère. Nous l'avons reçu d'ailleurs, Monsieur Héroux, votre héros. De quoi aimer vivre? Un dialogue fructueux, un dialogue fécond, nord-sud. C'est aussi ça, ce recueil de nouvelles. Et nous tapons le djung-djung. Oui. Pour vous, Pour la paix. Voilà, et pour la paix. Merci infiniment d'être venu sur le plateau de 28 minutes.